camp de Buna-Monowitz avait été construit pour l'IG Farben Industrie, pour nous permettre de travailler dans cette usine qui jouxtait le camp. Et quand nous sortions le matin, il y avait sur la gauche, il ne fallait jamais être sur la ville de gauche, parce qu'on était 5 par 5, parce qu'il fallait mieux éviter, parce que là, il y avait le chef de travail déporté, mais complètement à la solde des nazis, qu'on appelait l'Arbeitertester, qui nous tapait dessus en nous comptant. Et de l'autre côté, il y avait un orchestre. Et cet anachronisme-là, c'était tellement épouvantable. Quand on est comme moi, qu'on aime la musique, et que, en plus, c'était des grands musiciens qui étaient là, bien sûr, des déportés, obligés de jouer, évidemment. Et qu'il y ait un orchestre d'un côté et l'autre type qui nous tapait dessus de l'autre, c'était quelque chose d'abominable. Et pour moi, c'était un véritable supplice. C'est peut-être plus que tout encore, plus que tout ce que j'ai connu comme épisode sur le site de l'IG Farben Industrie, plus que tout cela, cet anachronisme-là entre la musique et le type qui nous tapait dessus, me reste aussi très très profondément ancré. Le 18 janvier 1945, pour la première fois, nous sommes sortis. Après avoir été rameutés sur la plage du camp, nous sommes sortis sans musique, bien sûr. Et nous sommes partis. Nous sommes partis en exode. Il a dû rester une centaine de types. On était une quinzaine de mille à peu près dans le camp de Buna-Monowitz. C'est un grand mystère, ça, pourquoi ils nous ont embarqués avec eux. C'est un grand mystère. Dans certains camps, ils ont tout supprimé. Ils ont mis le feu au camp, ils ont tué les mecs, enfin bon. Et il ne restait plus rien, ils ont fait des charniers énormes. Pourquoi, à Buna-Monowitz et dans tout le complexe d'Auschwitz, n'ont-ils pas fait cela? Je ne sais pas. Moi, je pense, mais c'est une hypothèse, qui vaut que ce qu'elle vaut comme hypothèse, qu'ils croyaient encore à la victoire finale. Je crois qu'ils imaginaient cette fameuse arme secrète dont leur parlaient tant les dirigeants du nazisme, et Hitler en particulier, qu'ils devaient se dire qu'ils auraient besoin d'esclaves pour reconstruire l'Allemagne, probablement. Et c'est probablement pour cela qu'ils nous ont embarqués. Et là, c'était terrible. Ça a été 4 mois terribles. 4 mois, puisque moi j'ai été libéré début mai, donc ça fait à peu près 4 mois, entre le 18 janvier et début mai, où on peut dire en gros, ceci n'est qu'un raccourci,
que nous n'avons pas mangé pendant tout ce temps-là, si ce n'est que on a dû s'arrêter peut-être 10 fois dans un camp, Leitmeritz, je me souviens, puis 2 ou 3 autres, dont j'ai oublié le nom. Sinon, Flossenburg aussi. On nous donnait 1 litre de soupe et on repartait. Donc 10 litres de soupe à peu près. Hein. Sur 4 mois, je crois pouvoir dire qu'on n'a pas mangé. Quand on s'arrêtait dans un champ, quand les SS étaient trop fatigués, puisqu'ils marchaient aussi avec nous, on s'arrêtait et on mangeait l'herbe du champ après avoir écarté la neige. Et là, il s'est passé un incident. 2 choses. D'abord, ça, et encore maintenant, je ne sais pas comment c'est possible. On a marché, certains, on refait à peu près cette marche-là et on retrouvait 60 km à peu près dans les 2 ou 3 premiers jours. Ce qui était énorme vu l'état dans lequel nous étions. Et on dormait en marche. Et ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus extraordinaire qu'on puisse imaginer. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que pour finir, pourquoi je dormais en marchant, c'est que nous étions évidemment un petit peu comme des accordéons, comme un embouteillage énorme sur l'autoroute. Les voitures s'arrêtent et puis repartent, s'arrêtent et repartent, un petit peu en accordéon comme ça. Et nous, c'était un petit peu la même chose, bien sûr. Et on était serrés comme ça, et le gars de derrière me serrait, le gars de devant, j'étais serré contre lui. Et j'avais la tête qui tombait comme ça, tellement nous étions fatigués. Et je me rendais compte que je perdais conscience. Une fraction de seconde, bien sûr. Ma tête tombait sur l'épaule de celui qui me précédait, ça me suffisait pour me retaper, pour me reposer. Rien que le fait de sombrer dans une espèce d'inconscience, de sommeil, permet parfois de récupérer. Et on a marché comme ça, et c'était terrible. Il y avait le bruit de nos galoches sur cette terre qui était très boueuse. On avait l'impression d'entendre comme un bourdonnement énorme, comme ça, tous ces milliers de gens qui marchaient, avec les chiens qui aboyaient, qui nous entouraient, avec les SS, avec les coups de revolver qui de temps en temps trouaient le pseudo-silence, parce que les types étaient tués quand ils ne pouvaient plus marcher et qu'ils tombaient, et laissés sur le bord de la route. Et cette marche, appelée par les historiens la marche de la mort, porte bien son nom. C'était assez atroce. Atroce. Alors de temps en temps, ils nous mettaient sur des trains. De temps en temps, on marchait. On déambulait comme ça. Et moi, j'ai tellement déambulé que je me suis retrouvé à Prague. Alors que dans le CD de la déportation faite par la Fondation pour la mémoire de la déportation, il n'y a pas le flux migratoire qui est amené à Prague. Je pense que c'est peut-être le seul convoi qui s'est retrouvé à Prague. J'en sais rien. Toujours est-il que j'ai été libéré là-bas. Et donc, on a marché vraiment tout à fait au hasard, entraîné par les SS. Là, il s'est passé beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements. Il y a eu un premier événement très curieux, qui est un événement dû au hasard, si tant est que le hasard existe. C'est ce qu'a dit Cocteau. Le hasard, c'est l'action de Dieu quand il veut passer incognito. Donc, je ne crois pas que le hasard existe vraiment. Je passe dans un village, on marchait, comme ça, un village qui descendait, enfin la route descendait très fort. Et je ne sais pourquoi, mais j'ai gravé dans ma mémoire le nom du village. Le village s'appelait Aussig, A-U-2-S-I-G. Et puis, quelques mois après, je me suis retrouvé à Paris. Et j'ai appris que mon frère aîné, qui n'avait pas été déporté avec nous puisqu'il n'était pas là, a été déporté par le STO. Et qu'il était à Aussig.
Et un matin, me dit-il, m'a-t-il dit plutôt, lorsque il s'est réveillé, il a vu plein de morts sur le bord de la route, en habit rayé. Et on a revu les dates, c'était mon convoi. Et je bénis le ciel, auquel je ne crois pas beaucoup, d'avoir fait que je n'ai pas rencontré mon frère. Car si je l'avais rencontré, je crois que je ne serais pas là, actuellement. Et puis, il s'est passé donc des choses étonnantes. À un certain moment, on tirait ou poussait le chariot sur lequel les SS avaient mis leur barda. Et puis mon tour était venu, et je le tirais, un grand gros chariot, avec plein de sacs dessus. Et je faisais partie des 10 à peu près qui tiraient, l'autre poussait, je ne sais pas combien. Et comme ça glissait, il y avait de la boue, de la neige, j'ai glissé et je suis tombé. Et là, évidemment, ça a arrêté le convoi pendant une fraction de seconde, 2 minutes. Et le SS qui était là dégainait son revolver. C'est normal, ça faisait partie de ces automatismes qu'ils ont eus pendant toute cette marche de la mort. Il a été arrêté dans son geste par un gars de la Wehrmacht. Car une partie des SS, à l'époque, avait été remplacée par des vieux de la Wehrmacht qui venaient peut-être du front russe et qui avaient été placés là pour se reposer un peu. Et le gars de la Wehrmacht a dit on ne le tire pas, il est trop jeune. Et il m'a sauvé la vie. Et ça, je ne l'oublierai jamais, évidemment. Et ça montre combien ça n'est pas aux Allemands qu'il faut en vouloir, mais c'est beaucoup plus à un régime, à une idéologie mortifère comme était le nazisme. Il m'a fait mettre tout au bout de la colonne, et j'ai compris que me mettant là, j'avais plus aucune chance, si j'ose dire, de tirer le chariot. On étions tellement nombreux. Et vraiment, j'ai été sauvé par lui. Et puis de temps en temps, on était dans des wagons. Une fois, on s'est retrouvé dans les wagons fermés. Un nouveau wagon à bestiaux. Et je me souviens d'un soir où le wagon était arrêté, enfin le train était arrêté sur une voie peut-être de garage, je ne sais pas, le long d'un pré. Et d'un seul coup, on a entendu les SS crier, ils chantaient, ils étaient ivres à l'évidence. Et puis le hasard, encore une fois, a fait qu'ils ont choisi mon wagon. Ils ont fait descendre, on était une soixantaine peut-être dans ce wagon-là. Et dans l'état dans lequel nous étions, ils nous ont fait faire de la gymnastique. Faire des pompes. On devait fléchir sur les jambes. Et tous ceux qui ne faisaient pas les mouvements comme ils voulaient, ils les tuaient. Et je me souviens, comme si c'était hier, de ces balles traçantes, car les balles donnent une traînée de feu quand elles passent la nuit. Et je voyais les balles traçantes comme ça, et le type était secoué, et évidemment il ne bougeait plus. Comment ai-je réussi à faire des pompes dans l'état dans lequel j'étais? Je ne sais pas du tout. Certains croyants diraient peut-être que j'ai été protégé par un ange gardien qui a souhaité que mon heure ne soit pas encore venue. Je ne sais pas. Je dis que j'ai fait des pompes, comme les autres, et que je n'ai pas été tué. Et puis après, on a creusé une fosse, une énorme fosse. On avait tué une quinzaine, 18, 20 peut-être, je ne sais pas. Beaucoup, sur les 60 que nous étions. Et je me souviendrai toujours qu'il y a un jeune qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Quand on croisait un SS, il fallait faire un Mützenab, enlever son chapeau, comme si on était devant les Romains. Et il n'avait pas fait Mützenab. Peut-être était-il trop fatigué parce qu'il avait fait de la gymnastique avant. Peut-être pensait-il à autre chose, je ne sais pas. Ils ont laissé creuser cette grande fosse, ils l'ont mis sur le bord de la fosse,
face à eux. Ils ont épaulé, ils ont tiré. Ce type a vu sa mort venir, bien sûr. Et il était jeune. Enfin, apparemment, on avait tous le même visage. Mais enfin, je crois qu'il était assez jeune. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé, ça. Et puis on s'arrêtait dans des camps et puis on repartait. Et puis à un certain moment, on s'est retrouvés sur des wagons découverts. Sur des wagons de marchandises, comme des wagons sur lesquels on met des marchandises, du sable, des pierres. Et dans le wagon sur lequel j'étais, il avait dû y avoir des coques, ce qu'on avait à l'époque le charbon. Oui. Il y avait encore quelques morceaux de charbon qui étaient là. C'était les premiers de ce très long convoi. Et puis on était entassés là-dessus, et là on n'avait rien à bouffer. On mangeait la neige. On est resté de longs jours sur ce wagon-là. Et quand il y avait des morts, on les balançait sur le ballast, ou effroyablement peut-être encore, on les mettait le long du paroi, on s'asseyait dessus. Je ne suis pas convaincu de m'être assis toujours sur un mort complètement mort, je ne sais pas. Et puis à un certain moment, on s'est arrêté dans une gare, et là il s'est passé une chose étonnante, qui a un déroulement, qui a une conséquence, qui s'est passé ensuite 20 ans plus tard. On s'est arrêté dans une gare, je ne sais pas du tout le nom de la gare, je ne me rappelle pas, je ne l'ai jamais su d'ailleurs. Il y avait beaucoup de femmes. Et les femmes nous ont regardés comme ça, effarées, devant un train ainsi sortir presque de l'enfer de Dante, avec des gens habillés en bagnard, des squelettes qui bougeaient encore et où bien peu. Et je me souviens de leur regard. Et puis le train est reparti. Et on est passé sous 3 passerelles. Et ça, je le raconte toujours aux enfants parce que c'est une histoire qui est très belle dans l'horreur. Sous 3 passerelles, comme il y en a beaucoup en Europe de l'Est, des passerelles qui permettent aux passants, par définition, de passer d'un côté de la passerelle à l'autre. Elles étaient noires de monde espacées les unes de 500-600 mètres, je sais pas. Je suis incapable de définir leur espacement, il y en avait 3. Et lorsque nous sommes passés sur la première passerelle, elles étaient noires de monde et les gens nous ont jeté du pain. Alors ça paraît évidemment banal maintenant, hein. Quand on veut du pain, on va chez le boulanger, on va acheter du pain. Si on n'a pas d'argent, on nous demande de nous faire crédit jusqu'au lendemain. Mais à l'époque, c'était extraordinaire d'avoir du pain. Ils se sont privés donc de pain pour donner à ceux qui avaient un tout petit peu plus faim qu'eux. Et ils nous ont jeté du pain. Et là, il s'est passé un épisode. Ce n'était pas lors de la première passerelle, c'était lors des autres. Donc ensuite, on a continué, le train a continué. Et puis les SS, qui étaient dans un premier wagon qui précédait presque celui dans lequel j'étais, mais un vrai wagon celui-là, ils ont pris conscience qu'on nous jetait du pain, c'était interdit. Alors ils ont tiré à la mitraillette sur tous ces gens qui nous jetaient du pain, ils sont extraordinaires, ils continuaient à nous jeter du pain. Ils tombaient, ils étaient morts ou blessés, ils nous jetaient du pain. Et pour moi, qui suis un juif mécréant, j'avais l'impression que le pain venait du ciel et que la mort venait de la terre. Et là, moi qui étais très malade, j'avais le typhus à ce moment-là, j'ai été écrasé par les autres. On se battait pour, évidemment, obtenir un petit morceau de pain, moi je n'ai rien eu du tout. Et puis j'ai été écrasé avec les autres et j'ai cru vraiment que ma dernière heure était venue. On était 2 à être écrasés. Puis d'un seul coup, il s'est passé une chose étonnante. Alors que j'étais écrasé, piétiné avec les galoches, que tu peux imaginer ce que c'était avec une galoche en bois, que tu reçois à la figure, enfin tout ça n'est pas très agréable, si j'ose dire. D'un seul coup, tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert, tout s'est éclairé. Et puis, les gens se sont écartés. Et le gars qui était près de moi a pu se relever comme j'ai pu le faire moi-même. Et 20 ans plus tard, je saute un peu là, mais c'est en direct.
J'avais une maison de campagne à côté de Nogent-sur-Seine. Et, petite masure, une de mes amies qui draguait pas mal revenait d'une cure thermale avec un gars. Elle avait ramené un gars d'une cure thermale, il faisait chaud. Nous étions bras nus. Il a vu mon numéro. Il en avait un aussi. Un peu plus haut, il y a 175 000. Moi, je suis atteint à 167 000. Et là, il y a eu un témoin. Mon frère aîné était là. Et nous avons raconté ensemble la même histoire. Nous étions sur ce wagon. Je me faisais écraser par les types. Et lui avait son copain qui se faisait écraser aussi. Alors il a plongé avec un couteau, une cuillère qui a été aiguisée en couteau, pour pouvoir libérer son copain. Son copain, c'était le gars qui était à côté de moi. Et j'ai été libéré comme ça. Et c'est étonnant parce que mon frère, qui lui n'a pas connu ça, heureusement, et qui assistait à cette histoire qu'on a racontée à deux, en se donnant un peu la parole comme un contrepoint, c'était extraordinaire. Et on est restés copains jusqu'à sa mort, évidemment. Ma libération a été totalement romanesque. On est arrivé dans une gare, j'étais toujours sur ce train, sur le train sur lequel, quelques jours avant, je ne sais pas combien de jours avant, les gens nous ont acheté du pain. Et sur le quai de la gare, les SS sont passés et ont crié dans toutes les langues que les malades descendent. Moi j'ai entendu ça en français, je ne comprenais que le français. Et donc, je suis descendu. Plutôt, je me suis fait descendre par ceux qui étaient avec moi sur le wagon. Ils m'ont jeté un peu par terre, comme ils ont pu. On était une centaine à être descendus. Et puis le train est reparti. Et ceux qui nous avaient fait descendre habillés en SS étaient des résistants tchécoslovaques. On a été libérés à Prague, car nous étions à Prague par la résistance tchécoslovaque. C'est une histoire romanesque. Absolument. Et tellement romanesque, c'est que Prague, comme tu sais peut-être, a été une des dernières poches de résistance. Il y avait les troupes russes tout autour. Oui. Et quelques jours après, Prague a été évidemment assaillie, bombardée, etc. Et puis les Russes étaient autour, avec les résistants étaient dedans, enfin bon. Et à l'intérieur, il y avait la Wehrmacht, qui a tout vu, évidemment, et qui a laissé faire. C'était plus un problème. Ça n'a jamais été le problème de la Wehrmacht d'ailleurs, à mon avis, mais ils ont laissé faire. Et il s'est passé un incident quand même. Quand on a été libéré, physiquement libéré, j'étais donc dans cette grande gare, sûrement un peu plus petite que celle des pas perdus de la gare Saint-Lazare, mais enfin grande quand même. Et d'un seul coup, il y a des gars qui sont arrivés avec des brancards. Et d'un seul coup, on me met sur un brancard. Autrement dit, qu'on donne de l'importance au gars que j'étais. On lui redonnait la vie pour finir, puisqu'on le reconsidérait comme un être humain. Comme un homme, oui. Comme un être humain, tout simplement. A été un moment très de grande plénitude. Je peux pas être l'enthousiasme. Non. Non, je n'ai pas connu ce moment-là. Et puis il y a eu une chose aussi amusante, c'est que d'un seul coup, car tout se sait très vite, la gare était envahie par des femmes qui ont couvert tous nos brancards. On était une centaine peut-être descendus. Et ils ont recouvert nos brancards de friandises, ce qu'on pouvait imaginer. Et bien, moi, je n'avais pas la force de lever un bras pour aller me prendre un gâteau ou un bonbon qui était là sur le brancard. Et je regardais ça avec des yeux qui devaient être terriblement grands. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, l'infirmière qui, évidemment,
a dû découper mes vêtements au couteau, au ciseaux, parce que j'avais tellement d'édème, de carence, qu'il ne pouvait pas enlever même mes codasses, mes caloches. L'infirmière a tout enlevé. Et ça m'a fait un choc épouvantable de voir tout partir comme ça. Et j'ai eu l'impression qu'elle prenait ça pour elle. Et j'ai eu une mauvaise pensée, puisque je le dis toujours, puis ça amuse un peu les enfants, mais je le dis. Je me suis dit dans ma tête, la salope, elle me pique tout, alors que j'étais tellement content d'avoir ça sur le bancal. Et en fait, elle m'a sauvé la vie, bien sûr, car si j'avais dû manger tout ça, je serais mort. Il y a beaucoup de tes je ne sais pas comment dire, de tes co-détenus qui sont morts dans les premiers jours. Ah oui, car rien n'était prévu à l'époque pour une alimentation dosée. C'était rare les gens qui ont eu la chance de tomber sur quelqu'un qui savait comment vous ressusciter. Mais ça, c'est très simple. Il y avait une raison très simple, ça c'est le médecin qui le dit. Hein. C'est qu'on ne connaissait pas la pathologie, ce qu'on appelle maintenant la pathologie des grands dénutris. Oui, oui. Moi, je pesais 35 kilos pour 1m77. Bah oui, mais... C'est vraiment un grand dénutri. Oui, oui. Et on ne connaissait pas cette pathologie-là. Absolument. Alors, absolument. Bon, les Américains en particulier, qui sont arrivés à Buchenwald, je crois, je ne sais plus mais je crois que c'est Buchenwald. Oui. On leur a donné du corn beef à bouffer, oui. Les types sont morts, bien évidemment. Oui. Et alors, donc, quand j'ai pu sortir un peu, il s'est passé deux choses à Prague qui m'ont beaucoup marqué. La première chose, c'est quand j'ai pu sortir, je suis sorti avec Vera. Vera était le nom de l'infirmière qui s'occupait de moi. Évidemment, je sortais avec elle, pas pour faire des cochonneries, hein. Je n'en avais pas la force. Hein. Et puis, je ne pensais même pas, elle était adorable, cette Vera. Je ne savais même pas ce que c'était, moi, à l'époque. Et puis, on est sorti, on est allé dans un bureau qui était ouvert uniquement pour les anciens déportés. Où là, les gens parlaient français, parlaient toutes les langues. Et j'ai demandé ce qu'était devenu le train. Et le train était complètement fusillé. Ils ont fait un charnier épouvantable. Quelques kilomètres après Prague. C'est dire la chance que j'ai eue. Alors que je croyais aller vers la mort. C'est vrai que lorsque je suis descendu, quand j'ai entendu comme ça les SS, ce que je pensais être les SS, dire que les malades descendent, j'allais vers la mort, volontairement désiré, parce que je n'en pouvais plus. J'avais donc décidé de mourir, car je croyais que les SS allaient me tuer comme ils le faisaient tout le temps, depuis ces 4 mois. Et puis au lieu d'aller vers la mort, ben, j'allais vers la vie. Ça a été totalement inattendu. Et puis la deuxième chose, alors que je pouvais marcher un peu mieux, Vera m'a amené avec elle pour que je visite sa ville à pied, bien sûr, puis il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Et puis, en marchant, on est arrivé sur une place où il y avait des décombres. Sur cette place, il y avait des prisonniers qui débarrassaient les décombres. Et les ruines qui étaient là, parce qu'il y avait eu des bombardements. Et les prisonniers étaient gardés par un gardien. C'était plus les mêmes prisonniers que j'avais connus, bien sûr. Ils étaient allemands, ceux-là. Ils étaient torse nu, c'était début juillet ou fin juin. Il faisait très chaud. Et le gardien était un tchécoslovaque, un allié, donc. Et quand je suis arrivé, me mêlant aux badauds qui regardaient la scène, eux avec un petit sourire, de dire ben maintenant le vainqueur a changé de camp, ce que je peux comprendre. Le gardien qui m'a vu, et à mon allure, je revenais à l'évidence d'un camp de concentration, il a sorti sa ceinture et il s'est mis à fouetter ses types en me regardant. Comme s'il voulait me dire, tu vois, petit gars, je te venge. Et j'ai pas pu regarder ça. J'ai pas pu. Et je suis parti comme un fou parce que j'avais l'impression que tout recommençait, que moi j'avais l'impression que dans ma candeur de 18 ans, à peine, pas tout à fait 18 ans, quand j'ai été libéré, je pensais que la bête immonde ayant été tuée, le monde allait enfin être bon, généreux, comme je l'avais connu avant, puisque j'avais des parents formidables.
Et puis je me rendais compte que ça n'était pas vrai, que la violence était toujours là, que l'arme qui était le fouet, même si elle avait changé de main, était toujours présente. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. Et je suis parti vraiment. Vera ne doit plus vivre maintenant, mais elle a dû se demander, mais pourquoi part-il? Car c'est vrai que selon toute logique, oui, on peut dire logique, j'aurais dû être satisfait. Chacun son tour, j'aurais dû me dire. Hein? Et j'ai souffert pas mal, à eux de souffrir maintenant, et j'ai jamais été comme ça. C'est pas mon truc. Et ça, je ne supportais pas. Cette pensée, chacun son tour, qui m'a effleuré parfois. Lorsque j'ai revécu cette scène, je la chassais aussi vite de mon esprit, puisque c'était pas moi, ça. Puisque je trouve monstrueux de dire ça. Chacun son tour. Comme si le fait de voir souffrir ces Allemands sous le fouet allait faire revivre mes parents et tous les autres. Bien sûr que non. Ma douleur était la même, peut-être même pire encore, compte tenu que c'est peut-être à cause de moi qu'il les a fouettés. Alors c'était vraiment extrêmement douloureux. Là, j'ai passé un moment pas très facile. Et comme je ne pouvais pas expliquer à Vera, qui ne parlait que le tchécoslovaque, pourquoi j'étais parti comme ça, c'était pas très simple.